Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Tellement aimé cette chanson, bien sûr. Il faut tout savoir. Il faut tout savoir, mais quand, comment et à quel âge? C'est vraiment that is the question, comme disait le grand sexologue William Shakespeare. Et justement, pour en parler, André Berkov, vous recevez aujourd'hui non pas une mais deux personnes, puisque nous recevons Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, et puis Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, qui était venue nous voir déjà pour ce livre Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Oui. Bonjour à toutes les deux. Et on peut dire que c'est un livre d'actualité, effectivement, parce que ce que nous allons aborder, l'équilibre psychique de l'enfant, et justement ça concerne les parents. Et ça concerne les parents. Alors, Sophie Audugé, on a lu, nous avons lu l'équipe ce rapport éducation à la sexualité à l'école que vous avez écrit, avec d'ailleurs, vous allez nous raconter, avec un certain nombre de psychologues, de médecins, etc., dont Maurice Berger, que je salue ici. Et je voudrais commencer comme ça parce que je ne sais pas si les gens sont au courant, on en a un peu parlé, mais vous commencez par citer des notes, des rapports. Et quelque chose qui se passe, par exemple, vous racontez en juin 2019 qu'une grand-mère vous a appelé, qui dit écoutez, je comprends pas, mon enfant de 5 ans, on lui a parlé du clitoris, voilà, et puis on a vu cette campagne, la pénétration fait mal dans le métro, hein. La pénétration me fait mal, que faire? Ah oui, d'accord, oui, que faire, effectivement, dans le métro. Alors, et puis alors, ce qui est tout à fait étonnant, dans les classes de CM2, je rappelle, c'est quel âge, c'est quels âges CM2? CM2, c'est 10, 9, 10 ans. 9-10 ans, c'est ça. Et alors, donc, vous puissiez plusieurs établissements publics, vous avez eu les parents qui vous ont appelé, effectivement, en mai 2023, là, il n'y a pas si longtemps, etc., où venaient soit des infirmières extérieures, soit des gens qui vous parlaient, oui, la fellation, c'est bien, voilà, s'occuper avec beaucoup de détails, et c'est quoi, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que on se dit, voilà, il y a une pédagogie, et maintenant, allez, 7, 8, 9, 10 ans, on parle du genre aussi, voilà, pour échanger, hein, les enfants avec une petite fille avec un pénis, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a amené, et effectivement, plainte des parents et tout ça, à montrer que ce n'est pas une petite histoire, un petit fait divers, mais tout à fait autre chose. Alors oui, bonjour à tous déjà, bonjour André, merci de nous recevoir. Vous avez raison, effectivement, en 2019, on a une grand-mère qui nous appelle à l'association et qui nous explique cette histoire incroyable, c'est-à-dire qu'elle récupère son petit-fils et lui dit « j'ai fait un moulage, c'est un clitotruc ». Parce que ce qui est aussi intéressant, si vous voulez, c'est que les enfants, ils comprennent pas ce qui leur arrive, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils sont en capacité d'élaborer. Il avait 5 ans, cet enfant. Il avait 5 ans, et on en reparlera sur le développement de l'enfant, et l'incongruence, vraiment, de parler du registre sexuel à des enfants qui sont dans un registre affectif et pas du tout capables d'élaborer ce qui leur est dit. Et à ce moment-là, si vous voulez, on a eu une attitude à l'association, on s'est dit, c'est quand même pas possible, c'est incroyable, c'est une erreur, voilà. Donc, comme vous dites très bien, André, c'est un fait divers. Sauf que, dans les années qui ont suivi, on a vu une sexualisation, une atmosphère de sexualisation, une sexualisation d'ambiance, notamment avec ces affiches que vous évoquez. Et puis on a eu de plus en plus de sollicitations. Des pédopsychiatres et des psychanalystes ont reçu dans leur cabinet des enfants qui venaient avec des traumatismes qui étaient des conséquences assez entre guillemets courts. Et puis avec l'association Les Mamans Loups, vous avez reçu Christelle, qu'on salue, qui nous écoute la semaine dernière. Eh bien, on s'est appelé, on s'est dit, mais dis-moi, est-ce que toi tu reçois des appels de plus en plus? Et puis on s'est rendu compte que oui, on recevait de plus en plus d'appels, c'est-à-dire plusieurs appels par semaine de parents qui nous appelaient en disant bah voilà, il a été dit ça dans la classe de mon enfant, etc., etc. Donc on s'est dit c'est pas possible, il se passe quelque chose. On est au moment où Pape Ndiaye commence à dire que l'éducation à la sexualité c'est la priorité pour l'école. Donc là on tombe tous des nues en se disant non mais attendez, les enfants ne savent pas lire. Oui, parce qu'il a vraiment dit ça. Ah oui, il a priorité pour l'école, l'éducation sexuelle. Il a dit que c'était la priorité pour l'école. Il l'a même dans son programme et dans son plan d'action placé au-dessus de l'acquisition des fondamentaux. Intéressant. De la transmission du savoir. Voilà. C'est ce savoir qui compte. Avec les Mamans Louves, on commence à recevoir des demandes quand même très concrètes, avec des choses extrêmement graves qui étaient dispensées aux enfants. Et on se dit, on peut pas en rester là. Donc on écrit à Pape Ndiaye des cas concrets, plusieurs cas concrets. Un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Je peux vous donner des exemples si on éloigne un peu les enfants.
Aucune réponse. Donnez juste 2 ou 3 exemples. Alors 2 ou 3 exemples qui sont un peu différents. Donc des choses dans du réel sexuel quelques très mots, cru. quelques expressions. Oui. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Les garçons peuvent faire l'amour tout seuls pour se faire plaisir. Alors c'est encore une autre école, hein. Une autre école, d'autres enfants en CM2 dans une autre classe. Dans une autre région, etc. Autre région. Les garçons peuvent faire l'amour tout seuls pour se faire plaisir. Ils pressent et le sperme sort. Notre corps, alors je vais en sortir. Et ça, ce sont les enfants qui disaient ça, alors qui racontaient oui, qui après. Reviennent. Bah, ouais. En fait, alors, si vous voulez, la réaction traumatique, c'est quand on dit quelque chose à un enfant qu'il ne peut pas élaborer psychiquement. Donc il est submergé, il va se passer une effraction, il va avoir plusieurs comportements. Et ces comportements peuvent être identiques à des troubles psychotraumatiques. Et donc soit l'enfant va se taire, soit il va se mettre à faire des cauchemars, soit il va arrêter de dormir. Et là, les parents vont se rendre compte qu'il y a un problème. Donc les parents vont poser des questions et certains enfants vont dire. Et nous, quand les parents nous appellent, si vous voulez, souvent, ils se sont déjà parlé entre eux. C'est-à-dire que les parents ont confirmé les propos des enfants entre plusieurs parents, etc. Alors, Sophie Audugé, moi, ce qui m'a frappé dans la lecture de votre rapport, c'est que systématiquement, en tout cas dans les exemples que vous donnez, l'autorité, que ce soit le principal, que ce soit le directeur, a toujours pris fait et cause, soit pour l'infirmière, tout ça. Mais non, mais les enfants, vous exagérez, ils exagèrent, c'est pas vrai, ça s'est bien passé, etc. En tout cas, les témoignages que vous donnez, c'est que l'establishment scolaire, en tout cas l'autorité, quand les parents appelaient et protestaient, ils disaient mais non, mais vous exagérez, c'est pas vrai. Oui, comment vous expliquez ça? D'abord, c'est la stratégie du pas de vague qui est bien connue malheureusement. On voit bien ce que ça donne dans les écoles, notamment avec les situations de harcèlement qui ont été particulièrement mis sur le devant de la scène ces dernières années. Mais on aura la même chose sur des situations conséquentielles à des éducations à la sexualité. On a des enfants qui se sont fait des fellations dans les toilettes, des enfants qui ont été touchés. On a justement un des cas qu'on évoque, c'est un petit garçon qui va toucher les parties intimes d'un autre enfant et la maîtresse va pas trouver plus intelligent que de lire avant la sieste à toute la classe de moyenne section de maternelle, hein, avant la sieste, elle va leur lire le livre Zizi et Zézette qui présente la masturbation infantile. Voilà, c'est-à-dire livre pour les enfants qu'elle va lire, qu'elle va lire avant la sieste, et puis après tout le monde va aller dormir tranquillement, bien excité, en ayant parlé donc de sexualité, un réel sexuel d'adulte qui est donné aux enfants et dont on laisse les enfants se prendre ça dans la figure et faire effraction psychiquement. Et donc, faut être clair, les conséquences sont très graves. Ça entrave le développement de l'enfant. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, si vous voulez, de la moraline. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il y a une conséquence formelle, réelle, sur le développement à la fois affectif et cognitif des enfants. Alors, Marie-Estelle Dupont, vous avez écrit ce livre, vous avez écrit plusieurs livres, Réussir son divorce et autres, mais celui-là, le dernier, le plus récent, être parent en temps de crise. Mais est-ce que c'est vrai que, franchement, je me fais pas du tout l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui peuvent écouter ça et que ça leur passe au-dessus et que... Alors, effectivement, ce que Sophie Audugé décrit et qui correspond à la réalité, bien sûr, ils entendent ça, mais est-ce que l'enfant, en fait, ça lui passe et ça peut vraiment lui causer un traumatisme ? Alors, l'enfant n'est pas un adulte. Je l'ai répété de nombreuses fois pendant la crise sanitaire. Le développement neurologique, cognitif, affectif de l'enfant se fait avec plusieurs stades qui ont été identifiés par... Vraiment, aujourd'hui, on a beaucoup de travaux. On a les travaux des neurosciences, on a les travaux des psychologues de la première et de la deuxième génération, on a les travaux de Freud, on a les travaux de Piaget, on a les travaux de Winnicott. Ouais. Donc quand même, on a compilé énormément de connaissances sur la notion d'attachement, sur le développement affectif, sur le développement cognitif, le rapport à la réalité, la construction de l'esprit critique. Et le cerveau, il est immature jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire que le développement affectif... Jusqu'à 25 ans ? Oui. Le développement affectif... Je vais revoir un certain nombre... Le développement affectif et cognitif, il suit le développement physiologique. Jusqu'à la puberté, l'enfant prépubère est immature physiologiquement pour la sexualité d'adulte. De la même manière, il est affectivement et cognitivement immature pour une sexualité d'adulte. Il a une exploration progressive de son corps qui est une expression de la sensorialité. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui dénie la différence des sexes, la différence des générations, la position de l'adulte qui a... Le déni biologique. Et le déni biologique, la différence des générations, surtout la différence entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire qu'on va parler à l'école du droit à l'intimité, ce qui est déjà une injonction paradoxale. La posture de l'adulte, que ce soit le parent ou toute figure qui a autorité sur l'enfant, c'est d'abord un rôle de
par excitation. C'est-à-dire que notre rôle d'adulte pour que la société tienne, c'est que les futurs adultes soient capables de canaliser leurs pulsions. Donc on doit d'abord par exciter l'enfant. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, André, si je vous confie pendant quelques heures un petit enfant de 9 mois, de lui donner de la viande non moulinée ? Non, parce qu'il n'a pas de dents. C'est-à-dire que notre rôle d'adulte, c'est de présenter la réalité à l'enfant au fur et à mesure de ses capacités d'assimilation. Donc évidemment que quand on entend des cours d'éducation à la sexualité qui déjà sont à non-sens, puisqu'à l'école on instruit, on n'éduque pas. Oui, ensuite, qu'on voit dans les abribus une hypersexualisation de l'espace public, avec un effondrement de l'instruction. Donc ça, on sait bien historiquement à quoi ça correspond, une décadence et une forme de totalitarisme. Et qu'on voit que nos impôts servent à financer le site On s'exprime, où on explique à des enfants de 11 ans comment faire un anulingus. Oui. Voilà. Et comment un homme peut tomber enceinte Je pense. Un contrôle de l'âge. Je pense que on est vraiment dans une technocratie qui dénie toute l'expertise scientifique aujourd'hui des connaissances pédiatriques et neurobiologiques. Et court-circuiter les théories sexuelles de l'enfant et son imaginaire de où j'étais avant de naître. Il y a la théorie du cloaque. Il y a plein d'interrogations avec ce vocabulaire très touchant qui est empreint d'imaginaire et de fantasme. C'est court-circuiter justement la possibilité pour lui d'arriver à un désir. Tout l'imaginaire, etc. On va en parler juste après cette petite pause avec Sophie Audugé, avec Marie-Estelle Dupont. Restez avec nous parce que c'est effectivement vital, je dirais primordial. Vous êtes beaucoup à réagir sur les réseaux sociaux. Erika qui nous dit « Je ne suis pas pressé que mon petit-fils entre en maternelle ». Philippe qui nous dit « C'est aux parents de mettre le haut là ». Continuez d'envoyer vos commentaires, on va les prendre. Et puis 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Éducation à la sexualité à l'école. Prévention, sexualisation précoce, sexualisation peut-être beaucoup trop précoce. On en parle avec ce rapport qui vient de sortir, rapport fait par SOS Éducation, dont nous recevons la déléguée générale Sophie Audugé et avec Marie-Estelle Dupont, je rappelle psychologue clinicienne, qui vient d'écrire plusieurs livres. Le dernier, le plus récent, est vraiment en plein dans le sujet. Comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants pour les parents. Voilà, parents en temps de crise. Et les crises, Dieu sait si en ce moment, elles se multiplient. Sophie Audugé, alors, on parlait justement hors antenne de cette espèce de différence, de cette différence en disant, voilà, entre sexualiser et être sexuel. Oui, alors voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, notamment pour les parents qui nous écoutent et qui sont inquiets, à juste titre, c'est que nous, ce qu'on demande, c'est que l'école revienne à sa mission qui est d'instruire, mais surtout qu'elle ne fasse pas 3 transgressions majeures qu'elle fait quand elle, entre guillemets, éduque à la sexualité des enfants. D'abord, elle fait une première chose, c'est qu'elle franchit une frontière générationnelle. Il n'y a pas de sexuel entre les adultes et les enfants. Donc à partir du moment où il y a un adulte qui éduque un enfant au sexuel, on franchit cette frontière qui normalement est infranchissable. Absolument, vous avez absolument raison, André, c'est un tabou anthropologique. Et ça, c'est une première transgression. La deuxième transgression, je crois que Marie-Estelle en a déjà un peu parlé, c'est qu'on mêle la sphère de l'intime et la sphère du public. L'école, par nature, est une sphère publique, puisqu'on est ensemble, en groupe, on n'est pas dans l'intime. Donc, c'est une deuxième transgression. Et la troisième transgression, c'est qu'elle va présenter des idéologies comme des vérités. Alors, dans l'éducation à la sexualité, il y a 2 idéologie qu'elle va présenter comme des vérités. La première, c'est qu'il y aurait une sexualité infantile. C'est faux. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de réalité au sexe biologique. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que dans le développement de l'enfant, qui est un développement linéaire, qui est très connu, comme l'a très bien rappelé Marie-Estelle, notre enfant, il va avoir une pensée magique jusqu'à au moins l'âge de 7 ans. Et à ce moment-là, même s'il a encore une pensée magique, va s'installer pour lui, par son expérience de la vie,
la compréhension des différences des sexes, c'est-à-dire entre les garçons et les filles, et la différence des générations. Et ces deux différences, elles sont constitutives des interdits de l'inceste. Ça, c'est après 7 ans. Non, entre 2 et 7 ans, l'enfant, dans ses relations aux autres, à la maison, etc., si l'école n'entrave pas ça, différence. Voilà, il faut que l'école maintienne cette différence. L'enfant va bien différencier la différence des sexes et la différence des générations. Et ces deux différences, elles sont constitutive des interdits de l'inceste. C'est-à-dire qu'à l'école, on ne doit pas éduquer à la sexualité des enfants, on doit faire intérioriser les interdits de l'inceste. Et c'est certainement pas en parlant de sexualité qu'on y contribue. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Ensuite, le deuxième élément qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'effectivement, avoir un sexe n'implique pas d'avoir une sexualité. L'enfant naît avec des jambes, il ne sait pas marcher. Il naît avec des cordes vocales, il ne sait pas encore ni parler, ni chanter. Donc, le développement de l'enfant, si vous voulez, n'est pas lié à la présence sur son corps d'un organe. Or, la sexualité, c'est un des développements humains, qui est quand même un développement qui nous distingue de l'animal, il faut quand même le rappeler, qui est parmi les plus élaborés, puisqu'il va nécessiter de développer des habiletés à la fois physiologiques, qui vont se mettre en place à partir de la puberté, et des habiletés psychiques, psychologiques, c'est-à-dire une capacité à avoir un désir érotique. Et ce désir érotique est absolument inaccessible à un jeune qui n'a pas atteint l'adolescence déjà bien consommée, c'est-à-dire vers 13-14 ans. Donc ça, c'est très important de le rappeler parce que à partir du moment où on donne des informations comme ça à des enfants, alors qu'ils ne sont pas en capacité de les élaborer psychiquement, on crée un traumatisme qui va bloquer le développement normal, qui soit cognitif, qui soit affectif et qui soit sexuel. C'est-à-dire qu'on va même à l'encontre de ce que l'on voudrait. Et puis pour nos auditeurs, je pense qu'il faut rappeler, parce qu'on le sait pas assez, que en fait, jusqu'à 12-14 ans, les enfants sont encore dans la période d'attachement affectif, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas distinguer un lien affectif d'un lien sexuel. Alors justement, Marie-Estelle Dupont. Juste un mot pour rebondir dans le prolongement de ce que dit Sophie. C'est vraiment extrêmement important. Et là, il y avait un texte magnifique du psychanalyste Ferenczi qui avait parfaitement compris ce mécanisme d'abus, parce qu'en fait, c'est un abus, c'est un franchissement de limite. Il était contemporain de Freud et il a écrit un article que les parents peuvent lire, qui s'appelle La confusion des langues. Et il dit bien comment, dans l'abus, finalement, que ce soit l'inceste ou toute forme d'abus, il y a l'adulte en position de responsabilité joue sur une confusion du langage, c'est-à-dire que l'adulte va parler un langage érotique et sexuel, là où l'enfant parle le langage de la tendresse et de l'attachement. Et c'est ça qui va effracter, sidérer l'enfant. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour un enfant une fois qu'il est sidéré? Quand il a accidentellement vu des images pornographiques à 8 ans, etc. Oui, l'effet de sidération, il peut y avoir l'effet de sidération crée quoi chez un enfant qui est effracté? Un mécanisme que je décris dans le livre sur la notion de trauma, dans mon dernier livre, c'est une dissociation. Et une fois qu'on est dissocié, on vit son corps en étant dédoublé de l'extérieur, on n'arrive plus à se connecter à ses perceptions, et le mécanisme de stress engendré par l'effraction fait qu'on va expulser ce stress et cette angoisse. Comment? En répétant. Et l'augmentation des violences sexuelles chez les jeunes, elle est liée aussi au fait qu'ils consomment du porno extrêmement violent et que pour l'éjecter, ils ont besoin de s'identifier au bourreau et de répéter la violence. Parce que c'est ça, par les neurones miroirs, qui s'inscrit en trace mnésique dans le cerveau. Donc ces enfants qu'on effracte, après ils sont obligés, en plus à cet âge-là, ils savent pas gérer leur impulsivité, leur émotion, d'aller expulser le stress dans la cour de l'école ou dans les toilettes. Et c'est comme ça que on est dans le glissement sémantique, c'est-à-dire qu'on se raconte qu'on va les protéger du porno en leur parlant de ça à l'école, on se raconte qu'on va les préserver, et en réalité, on les pré-traumatise, on les effracte. Et je vous rappelle que dans une classe, il y a environ 3 enfants qui sont abusés sexuellement dans la sphère familiale ou dans la sphère extrascolaire. 3, c'est pas beaucoup? Ça vous paraît pas une proportion? Un enfant sur 10 est victime officiellement dans les chiffres officiels d'abus sexuels, sachant qu'il y a tous les enfants qui sont drogués, etc. Donc on sait pas exact, les chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, le rapport parle d'une enfant de 14 ans qui a été abusée. Donc, mais quand on dit qu'on fait ces cours pour prévenir, une petite fille qui vit de l'inceste à la maison, quand elle entend l'infirmière scolaire lui raconter que pour le plaisir, elle peut lécher les testicules à 8 ans, et qu'ensuite à la maison, il y a un adulte qui lui dit, tu sais, pour le plaisir, tu peux lécher mes testicules. Vous pensez qu'elle est habilitée à dire non, qu'elle est armée, qu'elle est outillée pour faire face à l'abus? Donc là, il y a vraiment une hypocrisie terrible. C'est-à-dire que si on veut aider les enfants au respect du corps, il y a 2 choses. Il y a le cours de biologie où on vous explique en 3e les gamètes, les spermatozoïdes, les ovules, la reproduction. Et il y a le cours d'instruction civique et morale où on rappelle aux enfants qu'en aucun cas
On ne peut s'en prendre à quelqu'un sur la base de sa religion, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle. Basta, punto. Le reste, c'est l'éducation affective et sexuelle, et chaque parent sait, moi j'ai 3 enfants, je vois bien qu'ils seront pas chacun prêts à entendre certaines choses au même âge, parce que chaque enfant a sa sensibilité et sa personnalité propre. Oui, mais alors justement, on est au cœur du sujet. 2 choses. Quid d'abord, effectivement, quand vous dites, bon, vous êtes mère de famille, il y a heureusement énormément de familles qui s'occupent de leurs enfants et qui s'occupent de leur développement à tout niveau. Mais qu'est-ce qui se passe pour les enfants de familles soit monomarentales, soit de familles qui n'existent pas? Parce que je parle pas seulement des orphelins, hein. Quand je dis que familles qui n'existent pas véritablement, quoi, affectivement et autres. Et puis, une question, c'est peut-être une minorité, mais vous parliez, Sophie Audugé, justement, de la question du sexe, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont fabriqués en RGPA et en PMA. Quid des enfants d'homosexuels, qu'ils soient homosexuels femmes ou homosexuels hommes? Où eux, la différenciation, ils ne la voient pas chez papa-maman, puisque il y a 2 papas et 2 mamans. Alors, il y a plusieurs... Alors, c'est minoritaire, je sais, mais Non, mais je crois que de toute façon, vous avez raison, c'est évidemment une très bonne question. D'abord, je crois qu'il faut qu'on distingue dans notre propos et sur le sujet, d'ailleurs on le fait dans la note, on a une partie qui est dédiée à l'enfance et une partie qui est dédiée à l'adolescence. Ce sont 2 domaines différents qui nécessitent une approche différente. Quand vous évoquez la question de la parentalité, là encore, on est dans une hypocrisie pas possible, si vous voulez. Excusez-moi, mais enfin, je veux dire, être parent, oui, c'est pas le Club Med tous les jours. Je veux dire, il y a des obligations. Parmi les obligations, il faut éduquer ses enfants. Et éduquer ses enfants, ça veut dire leur transmettre qui est du devoir des parents de leur transmettre. Alors, de 2 choses l'une. Soit aujourd'hui, les parents ne sont plus en capacité d'assumer ce rôle parce qu'ils ont perdu le sens des interdits, ils ont perdu le sens de leurs devoirs, et dès qu'il y a quelque chose qui peut les enquiquiner un peu, ils aimeraient bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Mais je crois qu'il ne faut pas céder à ça, parce que allez-y. Je finis, parce qu'à ce motif-là, si vous voulez, quelque part, en faisant une éducation à la sexualité dès la primaire, il faut être clair, on sexualise les enfants. Si on sexualise les enfants, on crée une confusion dans cette frontière qui doit être absolument indestructible entre les générations. Donc, ce que vous dites aux parents, vous ne pouvez pas laisser céder à d'autres ce rôle-là. C'est ça. Je dis ça, et 2, dans les recommandations que nous faisons, on dit, on n'est pas aveugle, on voit bien que le monde a changé, mais ce qui n'a pas changé, c'est le fonctionnement de l'enfant et son développement, d'accord? Donc ce qu'on dit, c'est que l'école, si elle a un rôle à jouer par rapport à ça, c'est la formation des parents, mais pas l'éducation des enfants à l'école. Je vais rappeler quand même un autre élément qui est très important à connaître sur le rapport cognitif des enfants, ce qu'on appelle l'autonomie morale, c'est-à-dire la capacité d'un enfant à remettre en doute la parole d'un adulte. Ce qui est mal, oui. La parole d'un adulte, c'est-à-dire qu'un enfant juste de moins de 12 ans est incapable, quand un adulte lui donne une information et qu'il a autorité sur lui, il le croit sur parole. Bien sûr. Donc il faut quand même avoir conscience, si vous voulez. Il lui dit c'est comme ça et il va le croire. Il le croit sur parole à partir du moment où on est dans autre chose que des mathématiques, évidemment. Et par rapport aux parents... On prend on va prendre... Je réponds à votre autre question. Non, tout à fait, mais gardez-la en tête. On prend une toute petite pause et on continue avec Marie-Estelle Dupont et Sophie Audugé. Et pour réagir, vous connaissez le numéro 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Ne bougez pas. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkhof dans tous ses états. Éducation à la sexualité à l'école. Oui, dire les mots, mais quels mots pour le dire. Effectivement, vous savez, depuis déjà quelques années, il y a, on dit il faut que la sexualité ait sa part dans l'école, l'enseignement de la sexualité, etc., justement, au nom de la prévention, au nom de beaucoup de choses, mais on sait très très bien que là-dedans se glisse un certain nombre de choses. Moi, j'ai été aussi très frappé, on parlait de ça dans votre rapport, Sophie Audugé, c'est qu'il y avait dans les témoignages que vous
vous avez eue en disant, mais déjà, la théorie du genre, c'est-à-dire, non, un homme peut être une femme peut être un autre, etc., etc. C'est-à-dire que déjà à l'école, chez les enfants de 7-8 ans, on leur disait, oui, vous êtes peut-être un garçon, mais en fait, vous pouvez être une petite fille. Oui, alors c'est quand même assez hallucinant, ça. Oui, absolument. Par exemple, on met la photo d'une mallette anti-harcèlement, entre guillemets, qui est distribuée aux maîtresses en maternelle, et où vous avez un petit livre, La princesse Kevin. Voilà, pour expliquer que Kevin est né garçon et qu'elle veut devenir une princesse. Donc ça effectivement, c'est également... c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, on est dans une autre transgression qui présente à des enfants des idéologies comme des vérités. C'est ça. Et ça effectivement, normalement, c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Voilà, l'instruction ne devrait pas faire ça. Elle devrait se centrer sur la science, et la science, c'est la réalité du sexe biologique. Pour revenir peut-être à la question que vous posiez tout à l'heure sur la question de la monoparentalité ou des couples homosexuels, il faut bien avoir en tête, et ça on le développe quand même très largement dans la partie adolescente, c'est que les enfants, si vous voulez, ils voient le réel quand même, hein. On ne peut pas leur faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que les enfants voient le réel, ils voient la différence entre une fille et un garçon, ils la vivent d'ailleurs quand ils sont petits, hein, quand on leur a pas mis dans la tête autre chose, ils la vivent bien, cette différence. Et puis, quant à l'homosexualité, si vous voulez, faut savoir que les adolescents, eux, ils ont qu'une envie, c'est d'être comme les autres. Donc, quand un jeune garçon ou une jeune fille va découvrir son orientation homosexuelle, ça va être très douloureux pour la personne. Donc, il va falloir l'accompagner dans ce cheminement. Ça dépend de l'environnement, ça, Sophie. Ah non, je parle dans l'école. Oui, mais vous savez, on a fait il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le sujet. Oui. Et j'insiste là-dessus. Si vous voulez, socialement en France, l'homosexualité est intégrée. Mais ça reste une minorité d'entre nous. Sûr, statistiquement, je veux dire. C'est pas une anormalité. Mais statistiquement, ce n'est pas la norme. Et ça, un enfant, naturellement, il s'en rend compte. Et à l'adolescence, vous savez, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être comme tout le monde. Et en fait, malgré que la société vous dit qu'il n'y a aucun problème pour l'homosexualité, le jeune qui le découvre va développer ce qu'on a nommé aujourd'hui une homophobie intériorisée. Oui. Et cette homophobie intériorisée, on la rencontre aujourd'hui de manière très importante chez les jeunes filles adolescentes qui ont énormément de mal à habiter leur corps et qui parfois, avec tout ce discours, si vous voulez, transactiviste, militant, hein, parce qu'il y a aussi un problème, ce sont des militants qui interviennent. Et ces jeunes filles, des fois, elles se disent, mais finalement, ça serait peut-être plus facile pour moi d'être un garçon que de vivre en tant que fille, entre guillemets, garçonne, ou que de vivre en tant que fille homosexuelle. Et c'est là où l'école a produit exactement l'inverse de ce qu'elle voudrait, c'est-à-dire le respect de l'individualisation, de l'autonomisation d'une personne qui va être une jeune fille ou un jeune garçon, qui va découvrir que son orientation est une orientation homosexuelle, ce qui n'a rien à voir avec l'attirance homosexuelle, c'est-à-dire cette confusion que beaucoup de jeunes vont vivre au moment de l'adolescence. L'orientation homosexuelle, c'est quelque chose qui fait partie d'une identité profonde de la personne, dès sa naissance, et donc, si vous voulez, ce n'est pas un choix, c'est un droit, et l'école doit l'accompagner, mais sans mentir sur le réel. Et donc, les enfants de familles homosexuelles, si vous voulez, je pense que les parents homosexuels, ils vivent dans un monde qui est majoritairement hétérosexuel, et j'espère, en tous les cas, c'est le conseil que je leur donne, mais j'imagine c'est ce qu'ils font. Ils ont eux-mêmes des familles hétérosexuelles, ils ont eux-mêmes des cousins et des cousines, et voilà, et donc ils ont expliqué à leurs enfants qu'ils étaient homosexuels. D'accord. Ça, effectivement, c'est du ressort des parents et de chacun. Il n'y a pas de règle là-dessus. On ne sait pas comment ça se passe. En revanche, quand même, il y a le problème, si vous voulez, qui est posé là. C'est au fond, quel rôle à l'école? Marie-Estelle Dupont. Alors à ce moment-là, vous dites, voilà, effectivement, on a bien vu les règles qui peuvent être transgressées. Est-ce que, alors je pose la question brute de décoffrage, est-ce que l'école ne devrait pas s'occuper de sexualité du tout, ou à une sexualité en disant, voilà, le corps de la femme c'est comme ça, etc. Enfin, de s'occuper de biologie uniquement au niveau biologique? Est-ce que toute la question là, l'univers sexuel, on devrait s'en occuper, si on a à s'occuper à l'école, à partir de quand et comment? Parce qu'il y a la question. Vous savez, entre 6 et 11 ans, il y a ce qu'on appelle la période de latence. Alors malheureusement, du fait de l'évolution de la société, elle se réduit un petit peu à peau de chagrin, mais c'est cette période où l'enfant se détourne un petit peu de son monde pulsionnel, ou en tout cas c'est ce que Freud décrit comme une pulsion épistémophilique. Tout d'un coup, les impulsions physiques et motrices du tout petit enfant se transforment en appétence pour les apprentissages. Et ça tombe très bien puisque c'est l'âge des apprentissages fondamentaux. Ouais. Donc le rôle de l'adulte, c'est de nourrir son intelligence
parce qu'il est vraiment dans la période sensible pour acquérir les lois physiques du monde et les lois de la syntaxe, et donc justement de ne pas l'exciter, de le nourrir, de ne pas l'exciter. C'est la première, présenter la réalité et pas exciter, c'est la première fonction de l'adulte vis-à-vis de l'enfant. Donc je crois qu'on a une confusion des places majeures dans notre société et qui est la même raison. L'État qui est en échec sur le régalien va se mêler de nous parler de sèche-linge, de choses extrêmement intimes, de comment mettre le masque, etc. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire. Et de la même manière, l'école qui échoue à instruire et à protéger, avec des transmettre adultes le savoir et les valeurs verticaux, qui ont un honneur quand il y a du harcèlement, qui prennent la défense, qui se cachent pas derrière leur petit statut de fonctionnaires qui veulent faire carrière et avoir des bonnes statistiques d'établissements où il se passe rien. Pas de vagues. Pas de vagues. Voilà. Est-ce qu'on a des adultes verticaux qui protègent, qui transmettent, qui ont une posture exemplaire, qui instruisent, ou est-ce qu'on est finalement dans une indécence de déni des limites et des places? L'école, elle est là pour instruire en mathématiques, en histoire, en philosophie, et on voit bien, c'est ce que je dis dans l'introduction de mon livre, comment il y a des choix idéologiques qui se substituent, qui tordent le bras des parents, parce qu'il y a bien sûr c'est le rôle des parents, mais parfois les parents ils font le boulot à la maison. Et il y a une effraction et l'enfant rentre effectivement de l'école en ayant appris des mensonges. C'est les témoignages que vous avez eus. Donc évidemment que nous on doit faire le job. Nous on doit interdire les écrans, on doit contrôler, on doit parler à nos enfants du corps. Dans le bain tout petit, on répond à ces questions en fonction de son stade de développement. Évidemment qu'on a un rôle important à jouer, extrêmement important, mais il faut surtout pas que l'école sorte de son rôle d'instruction, parce qu'il est évident qu'un enfant qui est non seulement excité mais pas instruit sera un enfant effracté et manipulable. Donc après, il faut se poser la question des bénéfices secondaires. Peut-être qu'une masse de crétins hypersexualisés, finalement, c'est plus facile à manœuvrer. Voilà. C'est un problème. Oui, mais en fait, c'est la question du totalitarisme. Pourquoi est-ce qu'on met autant la sexualité en avant? C'est du divertissement et ça détourne les gens, ça leur fait croire à une forme de liberté, alors que derrière... mais n'oubliez pas que dans d'autres pays... Il y a une réduction de l'esprit critique et du discernement. Oui, enfin, dans d'autres pays, c'est exactement le contraire. Il n'y a ni esprit critique, ni discernement, ni sexualité. En tout cas, elle est complètement ravagée. Il n'y a qu'à voir un certain nombre de pays Bien sûr. Non, mais chez nous, l'hypersexualisation va de pair avec une confiscation de liberté fondamentale. Mais c'est parce que c'est la consommation. Bien sûr, absolument, c'est l'anthropologie de la consommation. Oui, Sophie. Oui, pour revenir sur le fond du sujet, et justement la conversation que vous avez... Je parlais du rôle de l'école. Ouais, non, mais la conversation que vous avez, elle traduit très bien ça, et votre question, André, elle était tout à fait alignée sur la problématique que ça pose. C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait pour les parents ou est-ce qu'on le fait pour les enfants? Si on le fait pour les parents, c'est une mauvaise raison. La réalité, c'est que les enfants n'ont aucun intérêt dans leur développement à être éduqués à la sexualité dans le cadre scolaire. Voilà, ça ne leur apporte rien, et c'est même contraire à ce dont ils ont besoin pour se développer cognitivement et affectivement. Marie-Estelle l'a bien rappelé, la période de 7 à 11 ans qui, comme par hasard, je veux dire, tout ça n'est pas un hasard si pendant toutes ces années, on a considéré qu'il y avait une période où on devait acquérir les fondamentaux, qu'on appelle l'école primaire, et qui est pile, comme par hasard, entre 7 et 11 ans. C'est parce qu'à ce moment-là, l'enfant, il commence à avoir une capacité à focaliser son attention. Mais en même temps, c'est une période où l'enfant fonctionne avec la pensée magique. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est à l'adulte de protéger l'enfant de connaissances qui vont qu'il écoute l'enfant, il y croit. Voilà, et donc on le concentre, et il est disposé à ça, il a une capacité de développement intellectuel et d'apprentissage qu'il ne retrouvera plus jamais. Donc si vous voulez, si au lieu de faire les apprentissages fondamentaux à ce moment-là, on le détourne vers autre chose, les apprentissages fondamentaux, il les rattrapera pas, et en plus on va entraver et effracter son développement normal. Sophie, est-ce que vous n'exagérez pas un peu, parce que l'école, enfin la sexualité à l'école n'occupe pas ni la quasi-totalité, ni la moitié, ni le tiers du temps de l'école, quand même. Faut pas exagérer. C'est 1 heure par semaine, et encore 1 heure par mois ou 2 heures par mois. Est-ce qu'on ne gonfle pas? Pardon de vous poser la question. Est-ce qu'on ne gonfle pas le problème par rapport à la réalité de l'école aujourd'hui? Alors vous avez... je voudrais dire 2 choses par rapport à votre question. Allez-y. D'abord, on a des centaines, pour pas dire des milliers de pages de diverses institutions qui ont travaillé pour produire des écrits pour dire comment il fallait qu'on parle de sexualité aux enfants. Je crois vraiment que ces gens-là, qui ont coûté beaucoup d'argent aux Français, je crois que cet argent aurait été mieux utilisé à améliorer l'instruction en France. À mettre des surveillants, des infirmières et des psychologues scolaires. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est que si effectivement c'est pas utile, autant ne pas le faire et pas consommer d'argent là-dessus. Deuxièmement, on fait croire aux parents
on fait croire aux parents que leurs enfants doivent être sexualisés très tôt. Et il me semble que c'est très grave, si vous voulez. Alors même si c'est une fois par an, l'enfant qui est abusé, qui malheureusement, auquel on créera une confusion, et qui à un moment pourra avoir un doute sur le fait qu'il est dans un endroit où il peut révéler, et qu'il y a des adultes qui vont le protéger, il me semble que c'est très très grave, même si c'est une demi-heure dans l'année, je pense que c'est très grave. Oui, Ensuite, donc, on n'a plus... Vous dites pas de ça à l'école, soyons clairs. Non, mais pas de ça en primaire, bien sûr. Par contre, si vous voulez former les parents à ce qu'ils doivent faire, former, c'est d'ailleurs ce que demande la Civise. Mais former où, quand, comment ? Je veux dire, former, faire des cours pour les parents, que les parents viennent à l'école. Pourquoi pas on fait bien des réunions parents-prof. Produire des guides, les recevoir à l'école, leur expliquer les risques de l'usage de la pornographie, le fait d'éloigner des écrans, enfin tout ce qu'ils doivent savoir. Ce que c'est que la puberté aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si un enfant... La puberté précoce, ça concerne qui ? Comment ça se passe ? Comment on en parle ? Enfin, ne savent pas vraiment complètement. Oui, mais ce n'est pas, si vous voulez, il faut quand même que chacun retrouve sa place, en fait. Si les adultes ne savent pas, on forme les adultes. Pour les enfants, Sophie, vous rêvez d'un monde responsable. Je rêve d'un monde où l'enfant est à sa place et où l'intérêt supérieur de l'enfant prime. Je rappelle qu'il n'y a pas de secrétaire d'État à l'enfance encore nommé, vous voyez, parce que derrière tout ça, voilà, ça me semble important de le rappeler. Aucun secrétaire d'État n'est nommé, vous inquiétez pas. Non, mais à l'enfance, il n'y a personne aujourd'hui. Et effectivement, Marie-Estelle, je voudrais finir là-dessus, a évoqué quelque chose de très important, c'est qu'on est dans un contexte d'une santé scolaire dramatique. Il n'y a pas un médecin. Pas assez, des psychologues c'est pareil, les infirmiers c'est pareil, c'est-à-dire qu'on voudrait que des enfants soient autorisés à révéler des abus, sauf que qui va recevoir la parole ? Personne n'est là pour la recevoir. Ce que vous dites, c'est que les priorités ne sont pas les bonnes. Voilà. Quoi. Et nous, dans nos recommandations, on demande la restauration d'une santé scolaire. On demande que chaque début d'année, l'infirmière vienne dans la classe pour se faire identifier, que la classe aille toute la classe, les enfants aillent voir le lieu dans lequel il y a un espace et il y a une personne qui est là pour accueillir leurs paroles, qui visualise ce lieu. Parce que quand on a 5 ans, 6 ans, eh bien c'est par le corps que les choses se font. Donc il faut déplacer les enfants, dire voilà, là l'endroit, la parole, tu as une parole libre qui peut t'accueillir ici. Mais il n'y a personne pour l'accueillir. Donc en fait, en faisant ça, on fait plus de mal que de bien, faut pas se mentir. Je crois qu'une vraie action de prévention serait déjà que tous les adultes en contact avec des enfants, que ce soit des enseignants, des institutrices, des policiers, soient formés par des psychologues à recueillir la parole de l'enfant. À repérer. Absolument. À recueillir la parole de l'enfant. Moi, j'ai des enseignants, même j'ai une enseignante d'histoire géo qui m'a écrit en me disant qu'est-ce que je fais avec ce livre-là d'un éditeur qui a pignon sur rue, qui dit des choses épouvantables, et puis qu'est-ce que je fais pour détecter c'est quoi les signaux. Cette enseignante a été demandeuse, c'est quoi les signaux qu'un enfant est abusé, en fait. Est-ce que c'est juste le repli sur lui ? C'est la connaissance. C'est quoi ? Donc, apprendre à recueillir la parole de l'enfant, à ne surtout pas croire qu'un enfant qui ne parle pas, c'est un enfant qui n'a rien vécu, il a peut-être amnésié. C'est quoi l'amnésie traumatique ? Ça, c'est des outils, utiles. De connaissance, absolument. On va en parler avant de recevoir, parce que nous avons énormément de personnes qui appellent. On va pas malheureusement pouvoir les prendre tous, mais... Ouais. On va prendre tout de toutes suite, vos questions. Esteban. 0826 300 300 après cette courte pause, ne bougez pas. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, on est toujours avec Sophie Audugé et Marie-Estelle Dupont qui viennent nous parler d'éducation sexuelle à l'école. Et on a Philippe qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Voilà, je vous appelais pour déjà, ça fait du bien d'entendre des personnes comme vos invités. Je les félicite et je les remercie pour leur travail. Et vous, de leur donner une parole, enfin empreinte de bon sens. Voilà. Et, oui, ça existe, heureusement. Ça existe, heureusement, mais ça se fait rare maintenant, en tout cas dans les médias, ça se fait rare. Et voilà, et c'est encore une fois de parler de sexualité pour des enfants de 4-5 ans, pour moi un signe, le signe le plus grave, le plus important de la décadence de notre société. Ouais. Voilà, c'est vraiment, on est dans il n'y a pas d'autre mot, je sais pas quoi dire. C'est vraiment une décadence qui est absolument horrible et je pense qu'il faut vraiment que maintenant les gens réagissent.
Et comment ne pas être derrière, avec l'actualité, derrière les agriculteurs. Tout à fait. En tout cas, voilà. c'est ce que nous essayons, et vous aussi, de faire, Philippe. Merci, en tout cas. Merci Philippe. On accueille Joël qui nous appelle depuis le Var. Bonjour Joël. Et Bonjour. Bonjour Joël. Bonjour André, et bonjour à vos intervenantes. Je vous appelle parce que bon, je suis une vieille maman maintenant, une grand-mère, et je suis très concernée par cette nouvelle éducation sexuelle à l'école. Nous, on en a eu un petit peu au collège quand j'étais gamine. J'ai 65 ans. Oui. Et enfin, c'était très académique. Enfin, il y avait pas de pornographie. C'est de la biologie, quoi. Voilà, je me rappelle que d'un seul cours d'ailleurs, pour tout vous dire. Bon, je devais avoir 12 ans. Et donc ça vous préoccupe ce qui se passe actuellement? Oui, Joël. parce que j'entends mes petits, j'ai une petite fille qui a 19 ans, mais j'ai 2 petits-enfants qui ont 10 ans et demi, et en plus qui sont d'une famille monoparentale puisque leur papa est décédé, donc ils n'ont pas plus de papa. Ma fille les élève toute seule, et il y a une fille et un garçon, ce sont des jumeaux par-dessus le marché, je vous explique pas le topo, mais enfin bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je les entends parler aussi, et je vois que finalement, ils ont quand même une vision déformée. On dirait qu'ils regardent la sexualité à travers une lunette où voyez tous les petits verres qui sont entre le début de l'œil et la fin de la lunette, ça vous donne une vision complètement déformée des choses. Alors bien sûr, on est là pour leur parler. Et puis mais ça veut dire quoi? Juste très rapidement, Joël. Qu'est-ce que ça veut dire déformé? En quoi leur langue? Qu'est-ce que vous trouvez déformé dans ce qu'ils disent? Simplement que on parle beaucoup de sexualité, mais on ne parle plus du tout d'amour. Voilà, absolument. Le corps est un objet. Dans tout ça. Il est où l'amour dans tout ça? Parce que en fait, j'ai élevé 2 filles et je leur ai expliqué à toutes les 2 que en fait, la première fois qu'on fait l'amour, il faut au moins être amoureux. Oui, mais vous savez, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, bien sûr. Je vais très vite là, mais voyez ce que je veux dire, c'est que il faut quand même montrer que la première chose, avant la procréation, avant de savoir si on est une fille, un garçon, un homosexuel ou pas, une girafe ou une coccinelle, en fait, le mot maître, c'est l'amour quand même. Alors Joël, non mais attendez, je vais vous poser une question, parce que est-ce que l'amour, ça s'apprend? L'amour, c'est très joli, mais tout le monde, et Dieu sait, on est des millions à avoir eu peut-être, c'est très bien quand on parle d'avoir de l'amour, mais on a eu peut-être sa première aventure qui n'était pas la première aventure sexuelle, qui n'était pas forcément une aventure amoureuse. Non mais ce que dit Joël est essentiel. En fait, Joël, elle nous décrit l'accident anthropologique de l'Occident à partir des années 70, où on est passé d'un focus sur le lien, la valeur du lien, le lien affectif, le lien social. Et donc, le corps n'est pas un objet, mais le corps est le lieu de rencontre avec l'autre, le lieu de mes affects, le théâtre de mes sensations, de mes émotions, le lieu du contact à l'autre. Qu'est-ce que l'autre me fait et qu'est-ce que j'en fais? Et on est passé à une anthropologie de la consommation où je suis un objet, je me mets en ligne et l'autre est un objet et c'est une marchandise à laquelle je mets des likes ou pas, et c'est complètement virtualisé. C'est un corps désincarné qui est un lieu d'expérimentation, et donc on est sorti de l'affect. Or c'est l'affect, le collagène social, c'est le lien d'attachement, et c'est évidemment ça qui fait que la sexualité est magique, c'est qu'il y a toute une gamme d'émotions qui va de l'amusement à la séduction, à la voilà. C'est très vaste. Et c'est pour ça que y a rien de plus triste que la pornographie. Moi, je dis toujours aux ados, mais vous savez, la pornographie, c'est l'inverse de la sexualité. La sexualité, c'est intéressant, c'est riche sur le plan de l'imaginaire. La pornographie, c'est du banal. Et en fait, elle décrit ça, Joël, en grand-mère de jumeaux. Je suis maman de jumeaux, Joël. Non, en fait, c'est ça, c'est l'hypermarché ou le supermarché. Oui, alors c'est vrai que ce que rappelle Marie-Estelle est important. Vous le retrouverez, Joël, dans la note. On décrit beaucoup ce phénomène-là. Vous avez absolument raison. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a des résultats quand même d'évolution qui sont très inquiétants. C'est-à-dire qu'on commence à voir une nouvelle génération là, qui rejette la sexualité.
On a également, et vous avez évoqué le mot amour, vous avez raison d'ailleurs, dans les standards de l'OMS pour l'éducation à la sexualité, parce que tout ça nous vient quand même de l'OMS, faut le rappeler. Hein. Le mot amour n'existe pas. Dans le site qu'évoquait... C'est-à-dire que le OMS, ça date de 2021, vous dites. Alors non, l'OMS, ça date de 2013. C'est les standards pour l'éducation à la sexualité en Europe. C'est-à-dire qu'ils nous fixent, comme pour l'agriculture, hein, ils nous fixent les normes d'éducation à la sexualité pour nos enfants. Il faut quand même le savoir. Hein. Donc et ça provient de travaux qui sont même antérieurs, en 2006 et même avant, où on a des concepts de droits sexuels complètement fumeux qui ont été installés et on fait comme s'ils existaient. Mais il faut savoir qu'heureusement, hein, les droits sexuels n'ont pas été reconnus comme les droits des enfants. Donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, sinon, ça sera encore pire la situation dans laquelle on serait. Si on mêle les deux. Et ce qu'évoquait justement Marie-Estelle est intéressant parce que tout à l'heure, Marie-Estelle a évoqué aussi, et Joël d'ailleurs, et Marie-Estelle évoquait le fameux site On s'exprime de Santé publique France, hein, où il y a bien le logo de la République française. Et dans ce site, eh bien, on répond aux questions de jeunes hein, pour savoir est-ce que je dois être amoureux pour avoir des relations sexuelles. Si vous voulez, c'est quand même important que l'autorité, l'adulte, disent effectivement, rappellent que l'être humain est un être de lien. Et quand on n'a plus de lien, si vous voulez, on commence à voir aujourd'hui des pratiques autopunitives de certaines jeunes filles et jeunes garçons qui sont quand même assez délétères sur leur santé, évidemment. Juste, on va rappeler effectivement que ce rapport, il faut le lire, vraiment, je vous le conseille à tous. Vous allez sur le site de SOS Éducation. Et voilà, effectivement, nous n'allons pas trancher, nous n'allons pas faire des lois, mais il ne faut pas que des lois délétères, que des pratiques délétères s'installent au moment où l'éducation de l'enfant est quelque chose de compliqué, de difficile, de complexe, de fragile. Et je crois qu'il ne faut pas... Et puis il faut savoir ce que ça veut dire quand on prête allégeance à l'OMS pour toute la santé. C'est aussi des programmes scolaires qui reposent sur des idéologies et nos impôts ne sont pas supposés servir à ça. L'OMS ne s'occupe pas seulement de notre ADN, mais aussi, effectivement, de nos sexualités, et c'est assez préoccupant. Merci Sophie Audugé, merci Marie-Estelle Dupont d'avoir été avec nous. André Berkoff, vous revenez demain, tout comme tous les jours, entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio arrive dans la capitale mondiale de la gastronomie, du musée des Beaux-Arts au marché Saint-Antoine, de l'île Barbe au quartier des Antiquaires, depuis le sommet de Fourvière. Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.